Passez une très belle journée. On se retrouve ce soir. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour votre journal de la mi-journée. Au sommaire ce midi, des champions de taekwondo devant le tribunal. 3 anciens membres de l'équipe de France comparaissent pour avoir incité des jeunes filles à se prostituer. Un procès qui devrait se dérouler à huis clos. Et puis nous partirons en Italie et en Suisse avec Fabrice Légard. Visite de l'exposition universelle de Milan avec les pavillons italiens et suisses et des images aussi de la course la plus colorée du monde. Tout de suite, un coup d'œil sur le temps qu'il fera cet après-midi. Grand beau temps avec des températures printanières, 22 degrés à Annecy, 23 à Chambéry, 24 à Grenoble. Quelques nuages apparaîtront en début de soirée. Et l'on débute donc avec le procès qui s'ouvre cet après-midi devant les assises de l'Isère à Grenoble. 3 anciens membres de l'équipe de France de taekwondo comparaissent pour avoir obligé des mineurs en rupture familiale à se prostituer via des annonces sur Internet. Voyez le reportage de Marion Feutry et Dominique Semet. Les faits remontent à 2012. Les gendarmes de Mélan, avec leurs collègues d'Annecy, mettent au jour un réseau de prostitution. 7 jeunes filles de la région impliquées, entre 14 et 17 ans. Aujourd'hui, elles sont parties civiles dans cette affaire de proxénétisme en bande organisée. Ce que l'instruction a permis de démontrer jusqu'ici, ce sont les différentes techniques de manipulation qui ont été mises en œuvre. Alors on a pu passer dans un système de séduction et d'intimidation en parallèle. On a pu assister à la fourniture massive de produits stupéfiants. On a pu proposer à ces jeunes femmes des faux choix, tels que se prostituer ou rester dans une situation sociale délicate. Au rang des accusés, notamment 3 champions de taekwondo, dont Amin Manaï et Moussa Sissé. En tout, 10 personnes sont mises en cause. L'enjeu de ce procès, déterminer le degré de responsabilité de chacun. J'espère véritablement que la cour d'assises de l'Isère saura faire la part des choses et faire la différence entre ceux qui ont pu éventuellement être à l'origine de ce réseau, si le réseau existe, de ceux qui ont pu apporter une participation matérielle pour des motifs qui peuvent être liés à des liens qui sont des liens familiaux ou alors simplement à des actes qui sont des actes purement désintéressés. Le procès doit s'ouvrir à 14 h à huis clos devant la cour d'assises de l'Isère. Il devrait s'achever le 5 juin prochain. Nous allons maintenant parler de la réforme des collèges avec notre invité Jean-Luc Le Sec du syndicat FO. Bonjour. Bonjour. Un mouvement de grève donc, qui mobilise les enseignants demain à Grenoble et dans toute la France. Mais avant que vous nous disiez pourquoi vous refusez cette réforme qui doit être appliquée à la rentrée 2016, voyons en quoi elle consiste avec Denis Duguet. Premier point marquant de cette réforme, la suppression des classes bilingues et des options latin et grec. À la place, il est proposé une initiation aux langues et cultures de l'Antiquité, plus de langues étrangères dès la 5e pour tous les collégiens. Mais ce qui fait surtout débat, ce sont l'autonomie accrue des établissements et les EPI, enseignements pratiques interdisciplinaires, qui associent plusieurs matières au sein d'une même leçon, alors que jusqu'ici, chaque matière relevait d'un professeur spécialisé. Les syndicats anti-réforme craignent que ces EPI grignotent les horaires de chaque discipline, voire même qu'ils introduisent de la concurrence entre professeurs et au final profitent surtout aux bons élèves. Enfin, côté autonomie, chaque établissement décidera de 20% de son emploi du temps pour du travail en petits groupes, de l'accompagnement personnalisé pour tous, ainsi que pour les fameux nouveaux enseignements pratiques interdisciplinaires. Mais là encore, pour certains syndicats comme le SNES, cette autonomie bénéficiera non pas aux enseignants, mais aux chefs d'établissement. Alors cette réforme est jugée impérative, selon la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. En effet, les écarts entre les bons élèves et les moins bons se creusent au collège et l'origine sociale des élèves pèse sur l'avenir scolaire des Français, bien plus que dans les autres pays de l'OCDE. C'est ce que dit Najat Vallaud-Belkacem. Rebonjour. Quel est votre point de vue à vous Eh bien, ce n'est pas en supprimant l'enseignement disciplinaire qui bénéficie à tous les élèves, notamment aux élèves qui ont des difficultés, qu'on va améliorer le système. Il y a une ligne de conduite de Madame le ministre et de l'ensemble du gouvernement, c'est qu'il faut trouver de l'argent pour le pacte de responsabilité. Et les milliards qu'on va donner aux MEDEF et aux spéculateurs, il faut le prendre quelque part. Et on va le prendre sur les milliers de suppressions de postes qu'entraîne cette réforme au détriment des élèves. Si on veut
aider les élèves qui ont une origine sociale moindre que ce qu'elle appelle les élites, si on doit donner les moyens pour aider ces élèves à progresser. Que fait Madame le ministre ? Madame le ministre supprime tout un certain nombre de dispositifs qui bénéficiaient à peu près 20% des élèves de collège. Vous parlez des classes bilangues, par exemple ? Des classes bilangues, entre autres, mais en tout, ça concerne à peu près 17%. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de trafiquer les chiffres. Donc, on supprime cela. Et en quoi ça peut servir ? C'est l'égalité vers le bas, c'est-à-dire des dispositifs. Comment est-ce qu'on peut dire égalité vers le bas quand, effectivement, on supprime les classes bilangues, mais on introduit 2 langues vivantes dès la 5e pour tous les élèves ? C'est pas nivelé vers le bas. Ah oui, mais ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais quand on regarde ce qui est écrit, ça, ce sont les effets d'annonce. Quand je regarde, moi, ce qui est écrit dans le projet, c'est qu'on entraîne, effectivement, dès la 5e, mais en diminuant les horaires d'une demi-heure. Or, tout prof, quelles que soient ses opinions politiques, philosophiques, religieuses, de langue, peut vous dire qu'en dessous de 3 heures, c'est du cinéma. Ça peut être une introduction aux langues. C'est une introduction aux langues, c'est plus un enseignement. Parce que les 2h30, ce ne sera pas que sur la 2e langue, ce sera aussi sur la 1re. D'accord. C'est tout qui baisse. En mathématiques, il y a une étude qui vient de sortir, le niveau a baissé de manière flagrante depuis 6 ans. Pourcentage d'élèves très faibles ou de niveau faible qui est passé de 15% à 20%. Est-ce qu'il ne faut pas se recentrer effectivement sur ces matières fondamentales qui sont utiles dans la vie quotidienne et pour l'avenir de tous ces enfants ? Oui, mais vous avez les mêmes calculs à faire pour l'enseignement des lettres, des langues, etc. Ce n'est pas parce que j'ai supprimé de l'anglais et de l'allemand des langues anciennes que j'en ajoute aux mathématiques. C'est faux, c'est même pas ça qui se passe. Si on diminue tout, c'est-à-dire que les 20% d'interdisciplinarité qu'on nous présente dans des reportages télé, où on arrive à peu près à l'heure qu'on veut, on prend son petit déjeuner, tout ça, c'est pris sur l'enseignement disciplinaire. C'est-à-dire on enlève à l'enseignement disciplinaire, c'est pas en plus. D'accord. Si c'était en plus, je crois pas qu'on se plaindrait. Ce que veulent les enseignants qui se battent tous les jours pour faire progresser leur vie, c'est le rétablissement des dédoublements. Merci beaucoup Jean-Luc Lessec pour votre intervention. On continuera à en parler. Donc les enseignants qui se sont donné rendez-vous demain à 14h30 à Grenoble devant la préfecture. On n'a plus le temps, je suis désolé. Un coup d'œil tout de suite sur notre site internet alpes.france3.fr avec cette info insolite, une opération covoiturage pour sauver des poules à Ville-sous-Anjou en Isère. C'est une opération poussée par l'association lyonnaise Dignité Animale afin de récupérer des poules de réforme d'un éleveur de l'Isère. Une communauté s'est organisée et le covoiturage est de mise à lire donc sur notre site internet. Coup de projecteur maintenant sur des Miss, pas comme les autres. Miss Andy-Rhône-Alpes. L'élection se déroulait hier à Gières, près de Grenoble. Vous allez voir comme la bonne humeur, la gaieté et la détermination aussi étaient au rendez-vous avec le reportage de Céline Aubert, Vincent Abran et Frédéric Catelin. Monter sur cette scène, ce n'est pas rien pour ces jeunes femmes. La démarche se veut féminine malgré les béquilles et défiler en fauteuil devient un acte militant. Ça demande beaucoup de courage et également d'investissement parce qu'on ne sait pas quel va être le regard des autres à travers le handicap, comment ils vont le percevoir, est-ce qu'ils vont l'accepter, est-ce que ça va être un rejet, est-ce qu'on va réussir par le biais de notre handicap faire passer un message positif, est-ce qu'on va réussir à faire changer les mentalités, il y a toutes ces questions-là autour, c'est très très important. Goncha est en licence de management, une tête bien faite et un joli visage. Mais pour le jury, la beauté seule n'entre pas en compte. Il y a le charisme, la façon de se mouvoir, l'harmonie aussi, entre le corps et les appareils. L'harmonie, en fait, c'était qu'elle puisse se déplacer et qu'on oublie justement cet handicap. Et du coup, ça la rendait pour moi encore plus belle. Et je pense qu'elles ont autant plus de mérite que moi j'en avais pour l'époque. Là, pour moi, elles sont au-dessus, là. Assises ou debout, certaines souffrent d'infirmités motrices ou de sclérose en plaques, des maladies qui les ont frappées à l'âge de 20 ans. Elles n'étaient alors que de toutes jeunes femmes, en quête de féminité. Pendant très longtemps, j'ai cherché des béquilles en couleur et ça n'existait pas. Parce que les béquilles grises, quand on se casse la jambe, tout le monde connaît. Mais moi qui les ai au quotidien, j'avais envie de quelque chose avec un peu plus de peps, qui puisse s'accorder peut-être avec comment je suis habillée. Le handicap, c'est pas forcément très triste. On a aussi des projets, des envies, on a aussi une vie. Voilà, il faut dire ce qu'il y a, on a une vie qui est souvent plus riche et plus dense que la plupart des gens. Mais ça, les gens l'ignorent. En 2013, le concours était uniquement sur Internet. C'est donc une vraie première pour l'édition Rhône-Alpes.
La gagnante, Sophie Alix-Poiron, rencontrera le 20 septembre une dizaine d'autres candidates. Ce sera à Giers pour l'élection de Miss Indie-France. Et nous partons maintenant de l'autre côté de nos frontières avec Fabrice Ségard. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Christophe. Et tout de suite, donc, direction la vallée d'Aoste en Italie avec la question du logement des immigrés d'Afrique. Oui Jean-Christophe, vous le savez, on a tous vu ces images des réfugiés qui arrivent par centaines sur les côtes de Lampedusa, cette petite île au sud de la Sicile. Alors pour l'heure, le gouvernement italien fait face comme il peut et demande maintenant la contribution des régions du Nord pour accueillir tous ces réfugiés. Mais voilà qu'Augusto Rolandin, le président de la région Vallée d'Aoste, a dit non au gouvernement. Sa petite vallée de 120 000 habitants a déjà accueilli une soixantaine de réfugiés. C'est donc non pour 79 autres et pas question de compter sur ses voisins du Piémont ou de la Ligurie pour les accueillir à sa place, car partout, les centres d'accueil sont pleins. Et pourtant, ce sont 499 réfugiés que le gouvernement italien a assignés à ces trois régions, donc Vallée d'Aoste, Piémont et Ligurie. Bref, il va vraiment falloir que l'Europe donne un coup de main à l'Italie parce que nos voisins sont vraiment au bord de l'asphyxie. Au bord de l'asphyxie. On passe en Suisse avec une surprise. Maintenant, tout le monde peut être licencié en Suisse, Fabrice, même les prêtres. Oui, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à ce pasteur que vous allez voir, un pasteur de l'église évangélique réformée du canton de Vaud. Alors, il a été victime de la fusion de deux paroisses, comme pour une entreprise en somme. Le conseil synodal lui a donné 2 mois pour quitter sa cure avec famille et bagages. Un cas qui n'est pas unique en tout cas en Suisse. Depuis 2007, 4 pasteurs ont été licenciés de la sorte. Alors dans le petit village de Grillon, dans le canton de Vaud, où Daniel, c'est lui, officier, et bien évidemment, la population est en émoi, les pétitions circulent, mais les autorités ecclésiastiques ne veulent rien savoir. Et le pasteur, désormais au chômage, va être obligé de changer de canton pour trouver un nouveau ministère. Allez, le reportage d'Alp Express maintenant. Il va nous emmener dans le temple de la nutrition de demain. À Milan, l'Expo universelle, vous le savez, a ouvert ses portes. Eh bien, c'est une petite visite que nous vous proposons maintenant en compagnie de Didier Albrand pour les images et de Philippe Caillat pour le montage. Eccola qua l'Expo. Après des mois de chantiers herculéens, de polémiques sans fin, d'affaires aux odeurs de mafia, la voilà enfin sur les rails, cette exposition universelle. Au pied de son arbre de vie Tour Eiffel, une centaine de pavillons, ceux construits à grands coups de millions par autant de nations, plus ceux de l'Union européenne, de l'ONU, de multinationales, un village mondial, 2 fois grand comme Disneyland Paris et finalement vivant. Avant l'ouverture, dans la presse, à la télévision, sur les réseaux sociaux, l'Expo était synonyme pour les Italiens de retard, de scandale et d'enquête judiciaire. Depuis l'ouverture, le 1er mai, tout le monde s'est aperçu que l'Italie avait, en fait, parfaitement gagné son pari de réaliser le grand village global, un immense pavillon réunissant les pays de toute la planète. Un petit monde milanais d'1 million de mètres carrés seulement, pour 145 pays présents, soit 94% de la population mondiale. Des pays pauvres, quelques-uns très pauvres, et jusqu'aux pays riches, voire très riches, appelés toutefois à la modération. Après une crise mondiale comme celle que nous venons de vivre, nous voulions que les pays modèrent leur budget, qu'ils choisissent d'investir non pas dans des monuments, mais davantage sur le message véhiculé par leurs pavillons, pour déplacer le centre d'intérêt de leurs architectures, du monument grandiose, symbole de puissance, vers le thème de l'expo, la relation entre l'homme et son environnement. Un vœu pieux, peut-être bien si l'on en croit les grincements de dents autour du prix de la construction de l'arbre de vie. Plus de 8 millions d'euros. Une goutte d'eau noyée dans les 93 du pavillon mère de l'Expo, le Padiglione Italia. Un chef-d'œuvre d'architecture tout blanc, alors qu'on attendrait du vert pour un thème tel que nourrir la planète. Un reproche que l'on ne pourra toutefois pas faire au pavillon France, le seul à accueillir son monde côté jardin à la française. Oui, on a vraiment voulu mettre de la... Voilà, d'abord, on est le seul jardin. On a une grande tradition de coopération internationale et ces inégalités territoriales d'accès à l'alimentation ne nous font pas dire nous devons nourrir ces populations. Non, il faut que tous les pays du monde se dotent de leur capacité à nourrir leur propre population et nous sommes là pour les accompagner.
très à l'aise dans sa maison France, Alain Berger. Le natif de Haute-Savoie, qui est aussi commissaire du pavillon tricolore, règne sur un hexagone fort de 60 personnes, dont 15 boulangers, dans cette grande halle bien ventilée et idéalement placée au cœur de l'expo, fort en thème aussi. Pour nourrir 9 milliards d'êtres humains, il faut produire 60% de plus que ce qu'on produit aujourd'hui. Donc on a beaucoup insisté sur la réponse scientifique. C'est d'ailleurs l'esprit des expositions universelles. Une exposition universelle, c'est la mise en scène des savoir-faire technologiques et des réponses scientifiques. Là, on a une grande partie de l'espace qui est dédiée à cela. Sans oublier une partie région occupée jusqu'à la fin juin par Rhône-Alpes, une région d'excellence gastronomique et scientifique en matière agroalimentaire qui vient renforcer encore la proposition française, ce qui n'est pas pour déplaire à certains pavillonneurs, tel ce champion piémontais de la nourriture bonne, propre et juste. Il est très symbolique qu'à quelques mètres de notre pavillon soit installé celui de la plus grande chaîne mondiale de fast-food. Ils y vendent leur hamburger à 1,30 €. Tout le monde y va parce que les gens ont payé cher leur entrée à l'expo et qu'ils se disent « on va manger pour rien ». Alors moi ce que je voudrais vraiment pendant ces 6 mois d'expo, c'est que les gens ouvrent les yeux. Parce que la vérité sur le prix de leur alimentation est ailleurs. Si l'on compte le coût de la pollution pour produire leur hamburger, le prix de ses effets sur leur santé, ce n'est pas 1,30 € le vrai prix, mais beaucoup plus. Et donc Fabrice, vous prolongerez le débat autour de l'exposition universelle de Milan dans 15 jours dans le cadre de La Voix est libre. Voilà, dans 15 jours, parce que samedi prochain, ce sera Christian Deville qui tiendra l'antenne. Mais dans 15 jours, nous serons à Milan avec mon compère de la RAI, la télévision italienne, Renato Villien. Et on parlera bien sûr des grands enjeux de cette expo universelle. Je vous le rappelle, l'objectif, c'est tout de même de nourrir 9 milliards d'êtres humains à l'horizon 2050. Ce n'est pas rien. Retour en Suisse, Fabrice, où la Confédération veut se séparer de l'un de ses bijoux. Oui, Jean-Christophe, un véritable bijou de famille. Vous allez le voir, un amphithéâtre romain de 2000 ans situé à Windisch, c'est en Suisse alémanique. Alors, pour vous donner la mesure de l'émoi qu'a suscité la vente de cet amphithéâtre, eh bien, c'est un peu comme si en France, l'État décidait de vendre le domaine national du château de Chambord, par exemple. Car même un privé pourra se porter acquéreur, d'où les craintes des défenseurs du patrimoine helvète quant à la préservation du site. Mais le gouvernement central, lui, ne veut rien savoir. Les charges d'entretien du patrimoine bâti pour lui sont jugées beaucoup trop importantes. Pour finir, Fabrice, ce week-end, la course la plus colorée du monde, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors vous allez voir, les images, c'est spectaculaire. C'était à Turin, samedi dernier, autour du Juventus Stadium. C'est le stade du célèbre club de foot, la Juventus de Turin. C'est là que s'est courue la seconde édition de la Color Run. Le principe, eh bien, il est simple, vous l'avez peut-être tout de suite compris. 25 000 joggers tout de même au départ. Et sur les bords du circuit, des petits malins avec des bombes qui les arrosent de peinture. Bien sûr, il était obligatoire pour cette course d'avoir un t-shirt blanc pour mieux marquer. Et le résultat, bien, c'est une grande fête très, très, très colorée. Ouais, c'est la fête des couleurs en Inde, mais version techno, c'est ça. Exactement. On part à la découverte d'un sport méconnu maintenant, le softball. C'est assez proche du baseball. La 3e journée du championnat de France féminin de softball se jouait à Mélan ce week-end. Les Grenobloises ont fait leur entrée dans l'élite et leur sport l'an prochain et confirment leur percée cette année. Faiza Garel et Franck Serroni pour leur reportage. Première saison dans l'élite du softball et premier succès pour les Grenobloises. Confrontées aux meilleures équipes de France, elles ont gagné la moitié de leur match ce week-end, mais peu de gens sont là pour les encourager. On est un peu méconnus, donc déjà je trouve qu'on est beaucoup. Pour une journée D1 à Grenoble, donc c'est cool et on espère que petit à petit ça va faire son bout de chemin et qu'on sera de plus en plus nombreux autour des terrains. Mais là on commence de plus en plus nombreux, donc c'est cool. Elles sont sages-femmes, animatrices ou étudiantes la semaine et sur les terrains de softball le week-end. De loin, ça ressemble au baseball, mais l'œil averti reconnaît la batte plus courte et la balle plus grosse. Ce sport confidentiel compte à peine 2000 licenciés en France. À Grenoble, les succès des filles ont permis de doubler les effectifs du club ces dernières années, mais le déficit de reconnaissance se fait sentir. C'est un frein au développement, c'est sûr que si on avait un peu plus de répercussions localement et qu'on nous connaissait mieux, sans doute qu'on aurait plus de soutien et de sponsoring et pour nous ça nous permettrait de pouvoir investir, de pérenniser un emploi et éventuellement de faire venir des coachs étrangers qui apporteraient toutes leurs connaissances sur ce sport. Mais le manque de moyens ne freine pas les Grenobloises pour autant. Cette 3e journée leur a permis de confirmer leur position au milieu de classement de la première division. Cet automne, elles pourraient même gagner leur place au championnat d'Europe.
Avant de vous quitter, je vous rappelle ce qui fait la une aujourd'hui, le procès qui s'ouvre cet après-midi devant les assises de l'Isère à Grenoble. 3 anciens membres de l'équipe de France de taekwondo qui comparaissent pour avoir obligé des mineurs en rupture familiale à se prostituer via des sites internet. L'affaire avait éclaté en avril 2012 quand la mère d'une des jeunes filles, âgée de 14 à 17 ans, avait porté plainte à la gendarmerie de Mélan. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre attention. Ce soir à 19h, vous retrouvez Aurélie Massé. Je vous souhaite une très bonne journée.